titre de mon édito, c'est « Ils se ressemblent tous ». Ils sont camerounais, togolais, maliens et autres sortes de personnes de la pire espèce. Pensez-vous que ces gens-là savent ce qu'est le panafricanisme? Non. Ils ignorent tout, comme ils ne savent rien de la personne de Gbagbo d'ailleurs. J'ai eu la chance d'en confondre quelques-uns en leur posant des questions basiques, comme « Que pensez-vous de la nouvelle génération de panafricains tels que Nathalie Yamb et Stélio Gilles Robert Kapochichi? Parlez-moi aussi de Laurent Gbagbo et de son passage à la tête de la Côte d'Ivoire. » Et là, silence radio. Ces vauriens vont te regarder comme si on venait de les interroger sur la formule chimique de la bombe atomique. Ce sont des panafricains. Ils ignorent qui est Kémy Séba et quel est son patronyme. Eh bien, son patronyme, c'est Chichi. Ils discutent entre eux de ce qu'ils considèrent comme étant les réalités sociopolitiques, mais surtout économiques des pays africains. Oui, ils sont suisses, français, italiens, et bien qu'ayant une origine africaine, ils se permettent de garder jalousement dans le bec les mamelles sociales de la mère Europe, tout en voulant vivre dans le porte-monnaie de la mère Afrique. C'est abusé de vouloir le beurre, l'argent du beurre et se taper la crémière. Revenons aux panafricains. Il n'y a pas si longtemps, mon chemin a croisé celui de ce Togolais qui tirait à boulet rouge sur mon Prado adoré, le bâtisseur hors pair, le président de toute l'Afrique de l'Ouest. Selon ce Togolais, Gbagbo était maltraité par Alassane, l'autocrate. Le président Alassane Dramane Ouattara, autocrate. De ma plus belle voix, je lui rappelle que dans son pays, le Togo, ce n'était plus une démocratie, mais plutôt une monarchie. Car depuis 2005, un Gnassingbé a succédé à un autre Gnassingbé. Le fils fort a remplacé à la tête du Togo son père Eyadema. Panafricain frustré celui-là. Le panafricain camerounais se plaint du troisième mandat de mon président pendant que son pays est dirigé par une vieille chose de 89 ans. Depuis 40 ans, une momie qui vit plus en Suisse que dans le pays dont il usurpe la chefferie. Vient le Panafriville. Lui, il est sans dignité et vit dans le déni. Voilà le Malien, menteur, mais surtout jaloux. Il assiste au démantèlement territorial, pointé à l'horizon, mais il affirme que c'est un joli coucher de soleil. On dit que le Malien prend sa propre vessie pour une lanterne. Ceux des Panafri-Tong-Tong de la Côte d'Ivoire sont sans repère. Aveuglés par la haine, tout est la faute de Ouattara. Même un simple orage est le fait du sage homme. La France perd en ce moment des milliers d'hectares de sa végétation du fait des incendies. Nous ne les entendons pas accuser Macron d'en être l'auteur. Voyez-vous, en chaque panafricain se cache un frustré dont le pays va à la dérive. Nathalie Nyam était au beurre chez Mamadou, où elle menait une vie de rêve aux frais de la princesse. C'est cela les panafricains, c'est cela les panafri-tong-tong, c'est cela les panafri-villes. Merci beaucoup mon fils. Merci beaucoup chère mère pour ce beau et brillant texte qui nous rappelle encore toutes ces panafri-pouilles. Oui. qui traînent le long des rues africaines en train de berner des moins chanceux que eux pour essayer de rendre encore plus difficile la condition même de l'homme noir et surtout africain. Est-ce parce qu'on est noir qu'on doit toujours broyer du noir? Je dis non. Il faut que les gens ouvrent les esprits. Il faut que les gens soient capables de demander à ces panafripouilles de leur vie
qu'ont-ils pu produire en guise d'exemple? Parce que pour conseiller autrui, ou s'ériger en maître de la pensée, ou même en précepteur de la morale dans la cité, il faut avoir soi-même été détenteur de certaines valeurs morales et le travail en fait partie. Chère mère, ce matin nous nous sommes appelés et vous avez entendu le brouhaha qui était derrière moi. Je venais du boulot comme ça. Et donc voyez-vous, comment quelqu'un qui n'a jamais eu un rapport sain avec le travail, le monde du travail, peut-il conseiller des pays comment ils doivent gérer leur fonctionnement? Le chichi de Chihuahua, qui n'a jamais travaillé et même la vente de drogue en France ne lui a pas marché. Et il s'est fait chasser de la France. Quand il était encore dans le... Ils appelaient ça le cas quelque chose là, le cas Kémit, je sais pas, quelque chose comme ça. Quand c'est des individus au rabais du genre qui deviennent des modèles, chers jeunes Africains, vous êtes perdus. Mais regardez très bien les peuples qu'ils visent. Ce sont les peuples qui se condamnent eux-mêmes à l'obscurantisme, qui se condamnent eux-mêmes dans les affres du Moyen-Âge. Et le Mali et son peuple en est un exemple, qui se condamne à l'obscurantisme de façon volontaire et de façon gratuite. C'est ça aussi l'explication du fait que vous êtes derniers, chers Maliens. C'est aujourd'hui sur vous que des Chihuahuas peuvent fermer leur gueule dans leur pays natal, le Bénin, mais aller, je ne sais pas, chialer chez vous au Mali pour vous convaincre. Parce que eux seraient plus intelligents que vous. Parce que les Béninois seraient, la tribu K, c'est ça très bien. Parce que eux seraient tellement plus intelligents qu'ils ne peuvent pas donner les mêmes conseils qu'ils refusent de donner à leurs parents. C'est à vous qu'ils viennent donner. Les mêmes conseils que Nathalie Yamb ou bien le Franklin de Bamenda refuse de donner à ses parents au Cameroun. C'est vous qui êtes devenu leur sujet d'expérimentation. Mais il n'y a jamais eu. Quand on dit qu'un homme est un cobaye, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Et puisque vous avez démontré que vous n'avez pas d'avenir au Mali, les Russes vont venir expérimenter toute leur turpitude sur vous. Les désespérés qui veulent voir leurs expériences sur vous vont vous utiliser comme leur champ d'expérimentation. Les misérables et les ratés comme Soroguium et sa petite bande vont venir vous utiliser comme des sujets d'expérimentation, des cobayes. Chers Maliens, regardez-vous. C'est quelle bonne personne qui va vers vous? Soroguium, Nathalie Yam, Capo Chichi, qui encore Franklin Nyamsi, etc. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles valent dans le monde? Qu'est-ce qu'elles ont valu quand elles en avaient la possibilité de valoir quelque chose? Rien, tout est zéro. C'est de cela qu'il est question. Et là où le président Alassane Ouattara fait rentrer des investisseurs, là où Alassane Ouattara réalise des miracles, il n'est pas un surhomme, encore moins n'est-il un dieu, mais il est un homme intelligent parce qu'il sait choisir la qualité des personnes avec qui il faut fonctionner. Chers Maliens, dites-moi qui sont vos amis, je vous décrirai votre destin. Et donc vous êtes en perdition. Chère mère Blanc, c'est tellement bien dit. Souhaitons bien que les autres pays puissent s'inspirer du cas malien, de ce champ d'expérimentation de tous les désespérés, pour ne pas tomber dans le piège de, je dirais, de la désinformation et surtout des propagandes inutiles. Parce qu'au-delà de tout ce qui est dit, vous allez devoir revenir à la dure réalité. Le Mali est à 90% occupé par les djihadistes. Assimi, va aujourd'hui chasser les djihadistes. Tu ne peux pas. Ton collègue, Issoufou Maïga Chouaïbou, parce que c'est ça le vrai nom de, de celui qui s'est fait l'homme à la queue, Kokala Maïga, parce que c'est le seul être humain qui a encore une queue. Sinon le monde a bien développé et Karl Darwin n'avait pas tort. Comment dans tous les noms du monde qui existent, même si tu n'avais pas trouvé, on pouvait te donner le nom d'un fétiche indien. Mais ça, c'est que... Mais c'est que tu t'en vas prendre. Non, moi, je serai l'homme avec une queue. Donc, je m'appelle Kokala, Mais ton vrai nom que tu veux cacher là, tu t'appelles Issoufou Saïbou Maïga. Et ça même... Hein?
Suleiman. Suleiman, Oh my pardon. God. Voilà, Suleiman. Ça là, ça sonne même pas bien. Ça ne sonne même pas bien. Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit la queue ou bien l'autre, ça ne sonne même pas bien. Et quand on prend ton nom et puis on associe ça avec ton physique, tu fais peur aux gens et tu es comme une momie comment je vais appeler, des Égyptiens qu'on a découvert par surprise quelque part au Mali. Et c'est ça qui veut devenir important. On va voir votre suite. Vous avez souhaité, vous êtes allé faire des prières pour que le président Alassane Ouattara meure. Le président Alassane Ouattara ne mourra point. Avant qu'il va mourir là, toi-même là, je prie Dieu pour que tu crèves, que tu meurs et que tu meurs dans d'atroces difficultés. Parce qu'un être humain, et c'est le Coran qu'ils ont utilisé pour faire ça. Mais ce n'est pas un fait nouveau. C'était vous qui tuez les prophètes. C'est vous, votre race, qui tuez les vraies personnes qui pouvaient aider le monde à évoluer. Mais on connaît votre fin. Et vous allez passer. Toutes les prières néfastes et négatives que vous avez eu à faire vont se retourner contre vous individuellement. Assimi, tu es en train de négocier avec les djihadistes, non? Moi, je l'ai dit ici plusieurs fois. Mais l'information va sortir. L'information va sortir. Je l'ai dit. Ça fait pratiquement 3 semaines. J'ai dit, tu négocies avec les djihadistes. Vous êtes dans un deal. Mais l'information, là, ça va sortir. Mère Blanc, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher fils. Oui, oui. Merci. Vous passez Oui, donc j'aimerais dire aux Maliens qu'ils ont beau cacher la vraie identité de Kokala Maïga, bah, nous le savons. Effectivement. Mais nous disons que s'il était nigérien, c'est un peuple digne de l'Afrique noire, le Niger. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'ils sautent chez eux pour venir chez nous pour dire que la Côte d'Ivoire serait comme si par les étrangers, comme ça par les étrangers. C'est eux les étrangers. 4 millions de ressortissants maliens vivent sur le territoire ivoirien. Alors voilà, qu'ils nous expliquent, qu'ils viennent pour dire, voilà, vous avez menti sur le nom de notre premier ministre Chouaïbou Issoufou Suleiman. Et puis bon, on verra bien. Si ça se trouve, mon fils, eux-mêmes ne savent pas sa véritable identité. Ils ne connaissent rien. Ils se sont foutus le bec dans le sable, à la manière de l'autruche. Ils sont tellement ignorants, ces personnes-là. Et hier, vous avez vu que leur politologue qui flâne sur les réseaux sociaux... le politologue de New York, me dit-on. Oui, c'est ça. Et vous avez vu... Voilà. Comment il s'appelle? Ne dites même pas son nom, il n'en vaut pas la peine. Oui, et voilà. Donc, comme ça, il procède à un mensonge grossier pour tromper les gens, que Chérif Ousmane aurait dit au président de la République que lui ne combattrait pas les Maliens, etc. etc. Mais, chers parents, comme je l'ai dit hier, le monde, les gens qui veulent s'instruire sont intelligents. Tout ce qu'on dit sur Internet, là, quand tu veux vérifier, là, il y a un site qu'on appelle Décodex. Tu prends le lien, je dis bien le lien de l'information qu'on t'a donné, tu mets dans Décodex. Décodex va te dire si c'est une information vérifiée ou pas. Et quand j'ai mis dans Décodex, on me dit que ce site ne propage que des fausses informations et des informations trompeuses. Méfiez-vous-en. Et quand quelqu'un va prendre les informations là-bas pour informer son peuple, ça veut dire que c'est un peuple qui est dans la perdition et qui est sur le chemin même de la disparition. Et c'est ça la grande différence. Nous, on cultive, on éduque nos populations. Et aujourd'hui, tous les élèves de la classe peuvent vérifier une information. Ça, c'est très important. J'aimerais aussi que les gens retiennent cela pour déconstruire les fake news. Mais toujours est-il que c'est parce qu'ils ont en réalité peur de l'armée de la Côte d'Ivoire qu'ils parlent beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous passez un excellent week-end. Merci. À demain. Merci beaucoup. Et donc, chers élèves de la classe et tous ceux qui veulent appeler, soit pour donner de la contradiction, nous sommes ouverts. Soit pour corriger ce que nous avons dit, là où c'était pas bien, nous sommes ouverts. Soit même pour ajouter plus que ce que nous avons dit, nous sommes encore là. Toutes les options étant ouvertes. Il est midi 14 heures de New York, 16h 14 heures d'Abidjan. Vous avez 5 minutes pour pouvoir placer vos appels. Et on va pouvoir vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer.
Et donc, nous allons aller avec la première personne. Donc, après les 5 minutes, on ne prendra personne. Ceux qui veulent intervenir, c'est dans les 5 minutes. Placez vos appels. Quand ça sonne une seule fois, laissez ça comme ça. Coupez et n'insistez pas. On va vous prendre et vous allez vous exprimer. J'ai dit merci à tous ceux qui sécurisent l'émission et qui mettent les cœurs. Allô? Bonsoir Yann. Oui, bonsoir mon grand-oncle. Oui, comment Merci ça va? à toi. Oui, comment ça va? Ça va, hein, vraiment. Je souhaite à toute la classe et à tout le monde bonne journée de vendredi. Merci beaucoup. Particulièrement aussi à toi aussi. Merci beaucoup. Et vraiment, merci d'être toujours là pour nous éclairer. Merci à toi, merci à notre mère Blanc avec son beau texte. Il a vraiment tranché dans le vif ces personnes improductives là. Je pense que ils font même pas partie de la race des humains, ces gens-là. Vraiment. C'est quand on voit comment ils se comportent, c'est vraiment, c'est lamentable et c'est triste pour les Africains, quoi. Pour nous, les Africains, c'est vraiment triste. Et que on puisse encore, pendant que les autres peuples sont en train de chercher à faire des migrations sur Mars, nous sommes encore nous sommes encore à traîner des boulets, des déchets humains, des résidus de l'humanité comme les Assimi, les Kémy Séba et l'autre que je ne vais même pas citer son nom, tellement qu'il il n'en vaut même pas la peine. Des personnes comme ça pour encore nous tirer vers le bas dans leur fameux panier à crabes. Merci à toi. Je vais commencer par dire honneur et gloire à notre grand maître, notre grand guide suprême, le 7 fois éclairé, le Pygmalion, notre papa adoré et notre papa chéri, en tout en lui souhaitant un très bon jour de vendredi, dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité. Mon grand-oncle, j'ai vu aujourd'hui ce que tu as mis sur ta page aujourd'hui, sur cet individu malsain et improductif là. Primitif. Primitif, merci, qui ne fait que du mal à la population malienne. Merci vraiment pour avoir décortiqué vraiment avec méthode et vraiment avec beaucoup de rigueur scientifique tous ces mensonges qui prolifèrent sur la toile. Bon, en même temps, moi je ne suis pas surpris de ces mensonges-là parce que bon, il a affaire à un peuple qui a, on va dire, à plus de 80% analphabètes et des personnes qui sont encore dans l'émotivité. Et comme dirait Senghor, l'émotion est nègre et la raison est hélène. Bon, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains Africains, malheureusement, qui confirment cela. Et c'est encore dommage. C'est encore dommage quand on voit des personnes comme le Chihuahua du Bénin, des personnes comme l'autre assassin l'autre assassin, le meilleur fugitif mondial, qui traînent leur malheur et leur misère un peu partout où ils vont. Et dès qu'ils arrivent dans un endroit, tout se passe mal. Des gens qui travaillent pour des puissances extérieures et qui se font passer pour des panafricains, alors qu'ils ont des multitudes de passeports étrangers enfoncés dans leur derrière. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et je plains vraiment le peuple malien. Je plains le peuple malien. En même temps, je me dis, le peuple malien mérite le dirigeant qu'il a aujourd'hui. Les dirigeants qu'ils ont, les Maliens méritent leurs dirigeants parce qu'ils ne sont pas capables de se lever pour lutter contre ces gens-là. Ils sont pris dans un entonnoir et à travers une propagande vraiment. C'est le système de la peur, hein. C'est un régime terroriste, c'est un régime terroriste parce qu'on fait de la propagande et on tue tous ceux qui ont une lumière encore dans leur esprit, on les empêche de parler. Voilà un peu le tableau aujourd'hui de la politique
malien peint par un mauvais peintre, un soi-disant militaire, voilà, une personne qui n'a aucune crédibilité, qui a une mauvaise stratégie et qui se permet aujourd'hui de mettre tout le monde à son dos pour se retrouver avec des personnes qui n'ont aucun carnet d'adresse. Supposons même comme ça, dans le meilleur des mondes, que toute cette histoire-là finit. Comment ils vont faire pour s'adresser, comment ils vont faire pour tisser leurs relations? Je peux te répondre, oui, voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Sûr. Tu sais que quand on n'est pas abonné à l'école de la dignité, on se fout pas mal de beaucoup de choses. Et quand quelqu'un n'a pas honte, regardez les mensonges qu'on déconstruit chaque jour. Mais tu as l'impression que ça leur donne du courage pour en produire de nouvelles. En réalité, de la même manière que les terroristes sont, je dis que le gouvernement actuellement au Mali est un gouvernement terroriste qui n'a pas honte de ses actions, quand bien même que ces actions-là soient aux antipodes de toute bonne valeur morale. C'est honteux, mais eux ne le voient pas comme ça. Eux voient ça comme un acte de bravoure. Malheureusement. Malheureusement. Mais leur stratégie, ils vont périr. Leur stratégie, ils vont mourir de leur propre poison. Parce que je pense que là, le scénario, la trajectoire de ce qu'ils sont en train de faire est bien connue, est bien dessinée. Et ça va mal finir pour eux. Parce que, en fait, je vais dire, le présent n'est qu'une répétition de l'histoire. Et pour que ceux qui iront dans le futur, ceux qui verront demain, comprennent que tout a déjà été vu et tout est vu. Il ne suffit simplement qu'à pouvoir s'adapter dans le futur. Parce que c'est pas nouveau, c'est pas un fait nouveau. Ces gens en treillis là, généralement quand ils viennent au pouvoir, c'est le même scénario qu'ils font, hein, c'est le même scénario. Et ce monsieur-là, je vous assure, il finira très mal. Il finira très mal parce que lui-même en train de dessiner sa voie vers le précipice. Et malheureusement, il y a des personnes lambda qui vont payer ça, des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique, qui continuent de subir cela. Moi, tout ce qui nous intéresse à notre tour, c'est vraiment la libération de nos 49 guerriers. Et nous prions Dieu que cela puisse se faire. Et que nous remercions encore vraiment notre grand maître, notre papa adoré, notre papa chéri, pour vraiment sa grande sagesse, sa grande patience dans l'effort. Et voilà, et je pense que, comme on dit, la sourate Al-Asr qui le dit, le monde est vraiment en perdition. Mais sauf ceux qui ont la patience et l'endurance dans l'effort, qui arriveront à triompher de cette situation. Je pense que notre Père adoré est vraiment dans cette optique-là et prions Dieu seulement pour que vraiment le pays reste en paix. Aujourd'hui, je viens de voir, toujours sur notre page là, d'après ce que Gauthier a dit, sa cote de popularité a grimpé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple, voyez ce monsieur-là, le peuple commence à comprendre en fait la vision de cet homme-là, cet homme magistral, cet homme merveilleux. Le peuple commence à comprendre que ce monsieur-là, ils ont rempli, ils n'ont fait qu'un tas de mensonges, faire un tissu de mensonges, un tableau mal peint sur lui, mais la vérité, quand on dit le temps est un autre nom de Dieu, est en train de dévoiler même à ses détracteurs, qui n'ont pas d'autre issue, qui sont vraiment dans la perdition totale, dans le désarroi, c'est la débandade. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche encore à appeler le petit sorcier, l'enfant sorcier, pour venir faire un coup d'État. Voyez comment ces gens-là, ils sont méchants, comment ils n'ont pas de cœur, tout ce qui les intéresse, c'est leur moi, c'est leur nombril. Ils n'ont rien à faire de tout ce que, comment ce magicien-là, ce génie du développement en train de mettre la Côte d'Ivoire sur orbite, créer la Côte d'Ivoire du futur. C'est pas ça leur problème. Ça n'a qu'à se gâter, on va s'asseoir dans notre tas de merde, retourner dans notre panier à crabe, et puis on va rester là, eux ils vont continuer à nous zombifier, à boire le sang de nos jeunes sœurs, à boire le sang de nos petits-enfants. Eux, ils sont là,
ils vont mourir très mal, très salement, mais ils n'ont rien à foutre de ça. Voilà un peu leur stratégie. C'est des personnes égocentriques, c'est des personnes méchantes, profondément méchantes. Hein? Quand vous voyez des grigous, des grégaires, des grabataires comme ces deux vieux larrons là, qui sont là, assis là, en train de manipuler, comment des gens comme ça, vous êtes à l'orée de votre vie. Mais tout ce qui est dans votre cœur, c'est que la haine. C'est que la haine. Mais heureusement, comme on dit, la vérité et la bonté triomphent toujours sur le malheur. C'est le cas aujourd'hui de cet homme-là. Prions Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour que le président Ouattara ait plus de 1000 ans, pour que ces gens-là le voient triompher toujours sur eux. Donc, grand-oncle, si ce plan-là, j'en ai fini, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Non, j'allais juste dire comme ça que dans la vie, chacun connaît son bonheur et chacun sait là où se trouve son malheur. Même les opposants là, tous les malins qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils savent qu'Alassane est un garçon qui maîtrise tous les dossiers. Tu penses que si les djihadistes pénétraient en Côte d'Ivoire là, tu penses qu'ils allaient vouloir faire la politique? Non. Mais c'est parce qu'ils savent aujourd'hui que Alassane est une digue et qu'il est la frontière qui nous préserve de tous les maux. M-A-U-X. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui ils font les petits jeux, on veut faire la politique. On a vu Laurent Gbagbo être incapable devant une petite rébellion. Celui-là, si il y avait les djihadistes venaient en Côte d'Ivoire, il allait abandonner la population à leur sort. Exactement. Chère population, regardez autour de vous, regardez les pays où il y a le djihadisme et regardez comment les gens vivent dans la misère avec la hantise de la mort. Mais Alassane Ouattara, c'est comme si on n'avait jamais connu même le terrorisme en Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà une grande bénédiction. Maintenant, Yann, je te le dis, hein, nous tous on prie pour le président Alassane Ouattara. Que lui-même il le sache ou qu'il ne le sache pas, mais ça, je t'ai déjà dit ça une fois. Alassane même sait que ceux qui l'aiment véritablement, il sait ce qu'ils font. Il sait ce qu'ils font. Donc là, on n'a même pas besoin de dire ça. Parce que quelqu'un qui sauve nos vies, parce que Dieu est Dieu, Alassane n'est pas Dieu. Mais Dieu passe toujours par des intermédiaires, par effet de causalité. Sinon, si Dieu était Dieu, pourquoi il n'est pas venu nous conseiller individuellement? Mais il passe par des humains, parce que si lui-même il vient, on va dire non, toi tu es Dieu, c'est pourquoi tu nous parles. Toi tu es omniprésent, omnipotent. Mais sois comme nous, tu comprendras. C'est pourquoi il nous envoie des humains qui sont soumis aux mêmes règles. Pourquoi on ne puisse pas dire non, vous avez un privilège que nous n'avons pas. Mais Alassane Ouattara que Dieu utilise pour sécuriser la vie de toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Au-delà de ce facteur, dans un contexte économique exécrable au monde. Yann, je t'ai dit la dernière fois, je suis allé au store, je voulais payer jus de cranberry. Quelque chose qui coûtait 2 $, mais c'est devenu 4 $. J'attrape mon cœur, je dis bon, je vais payer puis passer. Je vais encore, on me dit encore, il faut payer encore taxe encore. Je dis mais finalement, la vie est dure aujourd'hui, même aux États-Unis ici. Mais Alassane Ouattara, je ne sais pas. C'est le seul dirigeant au monde qui a pu faire un ajout sur les salaires, puis pas moins de 25%. C'est le seul dirigeant au monde qui a pu le faire dans ces temps-ci. Ça, il faut le dire. Et ça fait que ça force les gens, même les ennemis. Même ses ennemis sont obligés de le respecter parce qu'ils savent qu'Alassane est un homme en vrai. Et la doctrine philosophique, la doctrine idéologique qu'il poursuit, elle a des preuves qui ne font que convaincre tout le monde au jour le jour. Ce que nous faisons, nous ne faisons que parler. Mais les actions d'Alassane Ouattara sont là. Que nous le disions, que nous ne le disions pas, Alassane sait ce qu'il a à faire. Et c'est ça qu'on appelle un dirigeant éclairé. Il sait déjà ce qu'il doit faire. Parce qu'il connaît les besoins de ceux qu'il dirige. Est-ce que Assimi connaît le besoin des Maliens? S'il connaissait le besoin des Maliens, il aurait tout fait pour avoir plus d'amis. Il aurait tout fait pour avoir la côte. Regarde George Weah. Tout le monde est l'esclave de quelqu'un, cher frère, je vais te dire ça. Moi, j'ai un patron, souvent on me donne des ordres que je n'aime pas. Mais est-ce que c'est mon problème? Ce qu'on m'a dit de faire là, j'ai fait ça. Après, je fais le rapport pour dire, comme vous m'avez demandé, j'ai fait comme ça. Et puis c'est fini, pour moi, c'est fini dedans. Je suis content, je ne suis pas content. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas aussi le problème de mon patron. Le problème, est-ce que j'ai fait les choses comme je devrais? Et donc là, c'est Dieu seul qui n'est pas maître de quelqu'un. Donc, Alassane, de la même manière qu'Alassane a des patrons là. Toi-même qui dis que tu n'es pas sous-préfet là, tu as des patrons russes.
Vous-même les gars là, vous, votre patron c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui, son patron c'est le Satan. C'est pourquoi vous êtes dans la diversion, dans la perdition même. Mais Dieu merci, moi je préfère avoir un patron qui est dans la vérité et qui fait des choses concrètes. Alassane là, non, on l'a supporté. Quel que soit ce que vous direz là, Alassane a fait des choses que personne avant lui n'a eu à faire. Et ça prouve que nous on a fait le bon choix. Nous on n'a pas mis le pays dans une guerre civile. Le temps que Laurent Gbagbo a pris pour imposer une guerre civile avec Soro Guema à la Côte d'Ivoire, ils auraient pu prendre ce temps-là pour développer la Côte d'Ivoire et on aurait dit, voilà, il a fait au moins un pont mais une route. Quand on demande vos bilans, 0. Qu'est-ce que vous avez fait? 0. Et donc vous voulez prendre votre haine là pour en faire du commerce de bas étage, ça ne passera pas. On va être très ferme avec vous. On sera sans pitié à l'égard de vous autres. Et vous allez le comprendre, notre détermination, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actions concrètes. C'est ce que j'allais ajouter. Merci mon grand oncle. J'aimerais passer au second sujet sur les microfinances. Il faut dire que mon grand oncle, c'est vraiment un sujet très très intéressant. Excusez-moi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup de mauvaises... Enfin, pas de la mauvaise information, mais les clients sont vraiment des pigeons, quoi. En fait, on les appâte, on ne leur explique pas exactement le contenu même du contrat signé. Et vous savez, le contrat, parfois, il est écrit en petits caractères. Et avec toutes les sollicitations qu'on a dans la vie aujourd'hui, on n'a pas le temps de s'asseoir pour décortiquer ça. Et tout ça, je crois que j'ai ma petite soeur qui a eu ce problème-là. Il a fallu que moi, d'ici, j'intervienne au pays pour que la chose puisse se régler. Mais elle a vécu ça parce qu'on lui a fait signer des contrats un peu n'importe comment. Quand j'ai appelé, j'ai dit, bah, écoutez, j'ai demandé à parler avec son conseiller, mais il n'avait pas d'argument à me donner. Donc, vous voyez, les gens sont très... Et bon, Dieu merci, le problème a pu se régler. Mais aujourd'hui, là, il y a tellement d'opacité. Il y a tellement de mauvaises informations. Et puis, ces microfinances-là n'ont pas un gros fonds de roulement pour pouvoir faire face, en fait, aux sollicitations de leurs clients. Et ça fait que c'est des sociétés vraiment... Moi, je demande aux autorités vraiment d'être très rigoureux sur les... Comment on appelle en fait, sur les... Vous savez, quand on donne... le mot m'échappe un peu, quand on donne... Sur les agréments. C'est-à-dire les accréditations de ces sociétés-là, de ces microfinances-là. Il va falloir que nos autorités soient assez fermes là-dessus, parce que ça crée beaucoup de problèmes, parce que généralement, les personnes qui sont sollicitées sont des personnes qui ont un revenu moyen ou modeste. C'est des personnes vraiment qui font des petits commerces. Mais malheureusement, il y a vraiment une mafia cachée derrière je dis pas que toutes les compagnies de microfinance le font, mais la plupart du temps, ça me fait un peu penser heureusement, vous savez, quand les gens ont commencé à faire leur pyramide de Ponzi, là, ça me rappelle un peu c'est un peu, moi, je les classifie dans le même groupe, quoi. Heureusement que les autorités ont été vigilantes, et elles ont pu mettre fin à cette pyramide de Ponzi là, qui allait vraiment créer encore plus de dégâts si cela n'avait pas été fait. Donc vraiment, moi, j'attire vraiment l'attention de nos autorités là-dessus pour qu'elles soient vigilantes sur les accréditations qu'elles donnent à ces sociétés-là de microfinance de pouvoir exercer. Voilà un peu ce que j'aimerais dire là-dessus, si tu as quelque chose à rajouter. Non, seulement expliquer aux auditeurs ce que c'est que la pyramide de Ponzi. C'est simple. Oui, ok, d'accord. Ça veut dire, par exemple, moi, un jour, je suis inspiré d'une idée lugubre. Je me dis quoi? Bon, je vais prendre Madame Blanc, expliquer à Madame Blanc, bon, voyez-vous, chère mère, j'ai des placements que je peux faire et je peux vous rendre riche. Et elle dit, ah bon? Et la pyramide de Ponzi est basée d'abord sur la confiance avec les personnes proches. Et donc, quand j'arrive à convaincre Madame Blanc, qui se dit, mais mon fils ne peut pas me faire ça, elle me donne 10 000. 3 jours après, je lui donne 30 000. Donc, c'est comme si elle a investi et qu'elle a eu un bénéfice de 200%. C'est ça. Et elle,
étant dans cet engrenage-là, elle a confiance en d'autres parents. Elle leur dit, bon, voyez-vous, moi, mon fils qui parle sur Internet, là, ah, quand tu lui donnes 10 000, ça devient 30 000 euros. Donc, elle envoie 100 000. 100 000, là, va devenir combien? Il faut multiplier par 3, ça va être 300 000. Je prends ces 100 000, je mets à côté. Elle va venir avec d'autres parents aussi qui vont venir avec d'autres argent. Donc, sur le même modèle-là, elle, puisqu'elle a confiance en moi déjà, je vais lui dire, bon, comme tu as investi ton argent sur 6 mois, tu auras tes 300 000. Les nouveaux qui sont venus là, eux, je les appâte. Si quelqu'un a donné 5 000, je lui donne 15 000. Les plus petits épargnants là, je leur donne un peu plus. Et comme ça, ça les attire plus à venir. Eux aussi vont convaincre leurs proches. Et quand maintenant les gens vont venir investir en masse, un jour, comme on le dit chez nous, éclaireur rentre en brousse. Effectivement. Tous vos milliards sont perdus. Donc, Madame Blanc, je reste en ligne, je peux couper, je reste en ligne, j'écoute. Il n'y a pas de problème. Si ça ne te dérange pas, merci beaucoup. Il n'y a pas de merci beaucoup. Donc, Madame Blanc, ayant confiance en moi, elle va venir vers moi. Et comme aussi elle a convaincu certains parents, ces parents vont avoir, sur la base de la conscience, viendront vers elle. Et c'est un double désespoir. Non seulement on détruit la vie des personnes en usant de leur naïveté, parce que faire un business de 500 000%, il faut vraiment douter. Mais en plus, ça détruit les relations parce que c'est ceux en qui tu avais le plus confiance. Tu te sens trahi par ces personnes. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Et donc, les compagnies qui font les microfinances, nous n'avons rien contre elles. Mais les populations ne sont pas du tout contentes. Et l'opacité, comme disait Yann, c'est le fait que vos règles ne sont pas claires. Et ça, il faut les clarifier pour ne pas mettre les gens en danger.